Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, peut-être c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce livre plus tard, c'est de voir comment ce temps très ancien peut tout d'un coup revenir devant une communauté d'auditeurs sans doute ébahis, de réclamer le retour d'une mandibule de moins 500 000 ans dans les lieux où cet australopithèque avait vécu. C'est des sujets qui sont toujours très importants, puisque même l'Égypte dit la même chose. Enfin, beaucoup de ces pays-là, finalement, revendiquent. Je pense que dans les années qui viennent, c'est des sujets qui vont revenir assez souvent sur le tapis. Oui, on retrouve ça à travers l'histoire. Oui, les Italiens avec Napoléon. Les Italiens. On le voit par exemple quand on avait retrouvé des vestiges très anciens au Tchad, avec Abel et quelques autres vestiges. Le rêve de Kadhafi était en Libye de faire venir des équipes d'archéologues pour trouver des vestiges encore plus anciens que ceux qui avaient été trouvés au Tchad. Donc on est dans quelque chose d'assez normal, de la construction d'un roman, d'un récit national. Et plus on remonte loin, plus ça légitime une actualité. C'est un peu limite comme raisonnement, mais il existe. Et je crois qu'il a beaucoup existé aussi en France, et je crois qu'il existe toujours. On peut parler de peuplement continu sur cette partie qui ne s'appelle pas encore l'Algérie, évidemment, mais sur cet endroit. On peut parler d'un peuplement, comme tout autour de la Méditerranée, venu pour partie sans doute peut-être du sud, mais plutôt d'abord un peuplement. Alors on va pas remonter jusqu'à 500 000, mais avec des groupes qui bougent et qui vont occuper la Méditerranée, en Algérie comme ailleurs. Et puis il y a certainement des communautés relativement importantes en bordure de côte, dans des territoires fertiles, qui vont cultiver, faire de l'élevage, développer la céramique, etc., inventer de premiers cultes, comme ça se passe logiquement dans l'histoire de l'humanité un peu partout dans le monde. Alors, dans le cas de l'Algérie et de l'Afrique du Nord, il y a aussi un moment qui est un élément d'accélération, pourrait-on dire, de l'histoire, qui va être l'arrivée des Phéniciens. Alors, c'est certain que les premiers comptoirs qui vont arriver sur la Tunisie actuelle, sur l'Algérie et jusqu'au Maroc avant l'Espagne, ces comptoirs phéniciens amène une autre respiration, c'est-à-dire une ouverture sur la mer qui n'est pas seulement celle occasionnelle de pêche à pied ou de pêche en mer, mais qui commence à insérer ces régions dans des réseaux économiques qui vont bientôt se développer avec Carthage, et puis surtout qui vont se développer avec Rome. Oui, c'est ça, ouais. Le grand saut, historique, c'est plutôt Rome. Les Phéniciens vont commencer en fait le commerce, on va dire, vont initier le commerce international, je vais mettre des guillemets international, et les Romains vont vraiment là développer en fait. Oui, enfin, le problème des Phéniciens et donc de Carthage, c'est que ça a vraiment été malheur aux vaincus. C'est-à-dire, nous possédons finalement pas de texte, par exemple, important sur des siècles carthaginois sur cette partie du monde. Et les destructions effectuées par les Romains ont quand même été considérables. Donc finalement, nous n'avons, alors pour la période que nous connaissons le mieux, celle de l'Empire romain, abondance de témoignages, d'écrits, de monuments sur quand même facilement 8 siècles. Oui, c'est ça. Ouais. Et l'Afrique du Nord, la Tunisie pour partie, enfin la Tunisie actuelle, ce qu'on appelait la proconsulaire, et puis ensuite la Mauritanie, la Numidie, là on touche à ce qu'on appelait la Numidie et les deux Mauritanies, on touche à l'Algérie actuelle et au Maroc, vont s'insérer, alors là, dans la première économie monde, c'est celle de Rome. Oui. L'Afrique du Nord est le grenier la proconsulaire, par exemple, est le grenier de Rome, tout comme l'Égypte. Il faut ne serait-ce que nourrir Rome avec ce qu'on appelle le phénomène de l'annone, c'est-à-dire donner gratuitement du pain à près d'1 million d'habitants. Il faut un trafic absolument insensé, amenant donc des quantités de blé
cultivés sur des surfaces considérables et amenant vers Rome, alors le blé, l'huile d'olive, etc. Donc c'est un commerce dont on a encore du mal à mesurer l'importance. On a trop souvent réduit, par exemple, le commerce maritime romain à une sorte de commerce côtier, à passer d'un endroit à l'autre pendant la bonne saison. Mais on se rend compte que fournir Rome et d'autres grandes villes de l'Empire avec tout ce qui venait d'Afrique du Nord nécessitait aussi, y compris à la mauvaise saison en automne et en hiver, des navires qui traversaient la Méditerranée pour nourrir le cœur de l'Empire. Et alors, on sait aujourd'hui le nombre... Un produit anecdotique, si on peut dire, mais qui avait son importance. Les bêtes qu'on amenait, les fauves amenés à Rome et ailleurs, mais surtout à Rome, dans les combats de l'amphithéâtre, ils viennent essentiellement, là aussi, d'Afrique du Nord, pour ce qui est des lions, pour ce qui est même des dromadaires. On trouve par exemple que Néron a organisé à Rome, dans le cirque, des courses dromadaires. Donc ça, c'est quand même... il faudrait refaire Bénure en remplaçant les chevaux par des dromadaires, ce serait, d'un point de vue cinématographique, ce serait absolument extraordinaire. Donc on a comment dirais-je, un développement de la civilisation romaine dans cette partie du monde qui est extrêmement considérable et qui va être aussi, et qui va faire par exemple que cette Afrique du Nord va être aussi l'un des berceaux du christianisme. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui... Quand il y avait de grands conciles à Carthage, c'est les représentants d'à peu près 500 à 600 évêchés de toute l'Afrique du Nord qui venaient. Il faut se rendre compte de ça. Sans parler de Saint-Augustin, de Tertullien, etc. Donc on a, et vous avez raison, l'époque romaine, c'est celle qui est la mieux documentée des époques anciennes de l'Algérie et qui font que le pays conserve encore aujourd'hui parmi les plus beaux vestiges romains qu'on puisse trouver dans cette partie du monde. Hein. Ah oui, en Tunisie aussi. Oui, comment alors c'est Tunisie. Alors finalement, il y en a pas mal en Tunisie, ne serait-ce que l'amphithéâtre d'El Djem, mais Carthage, par exemple, y compris la Carthage romaine, a pratiquement disparu. C'est de leur faute. Il ne reste pas grand-chose. Malheur aux vaincus, oui, c'est ça. Et là, c'était cette fois-là les Romains de Carthage qui ont été vaincus. Mais pour en revenir aux Romains en Algérie, vous avez bien sûr le site de Tipaza, par exemple, chanté par Camus. Vous avez Djemila vers la Kabylie. Vous avez les camps de Lambèse ou de Timgad. Et vous trouvez absolument partout des vestiges, et parfois des vestiges de choses considérables, que ce soit des aqueducs, que ce soit des thermes, que ce soit, alors là on va revenir sur le christianisme, des basiliques, des baptistères, des mosaïques. Donc on a quelque chose d'assez étonnant et qui pose aussi à l'historien, alors là si on avance un peu dans le temps, une autre question, comment une religion, en l'occurrence le christianisme, aussi densément implantée qu'elle l'était en Afrique du Nord, a finalement pu totalement disparaître. Il existe encore aujourd'hui des chrétiens d'Orient, de manière ininterrompue depuis 2 millénaires, mais pour ce qui est de l'Afrique du Nord, qui a été une terre d'élection du christianisme, tout a disparu quand, par exemple, arrive la présence française à partir de 1830. Et pas nécessairement, je ne pense pas que ce soit pour simplement des raisons de contraintes religieuses ou de conquête. C'est pas l'islam, en fait, qui détruit ? Oui, c'est l'islam qui va... On va vite, on va revenir un petit peu en arrière, mais tant qu'on y est... On va reparler de ce... Non, c'est l'islam, mais simplement... pour dire, mais on va revenir en arrière, mais quand l'islam arrive à partir du 7e siècle, 8e siècle, il se superpose finalement à un substrat qui va pouvoir l'accepter facilement. À partir du moment où cet islam qui arrive à ce moment-là partage avec le christianisme, ne serait-ce que le monothéisme, mais quand cet islam ne s'en prend pas au culte agraire, qui préexistait déjà au christianisme. Quand vous pouvez continuer à vénérer tel ou tel lieu, tel ou tel lieu de nature, que ce soit, je sais quelle montagne, tel rocher ou telle forêt, ou tel rite agraire,
l'islam y a peu touché. Donc finalement, pour ceux qui vont se convertir à la nouvelle religion, la différence est relativement ténue, avec aussi le petit avantage d'arrêter de payer l'impôt que juifs et chrétiens devaient en tant que dhimmi à la nouvelle religion conquérante. Donc c'est un processus qui va durer quelques siècles, mais qui fait que le christianisme va totalement disparaître alors qu'il a perduré ailleurs. Ah, c'est intéressant, effectivement. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.